la fin. Donc, je vais parler quelques mots de quelques minutes du Culture Patrimoine pour vous expliquer pourquoi je suis là à vous parler de holding. Et après, on va échanger sur les trois volets distincts que sont la holding et le patrimoine immobilier, le patrimoine financier et enfin, ce qu'on peut faire avec du patrimoine professionnel. Un terme un petit peu générique. Et à la fin de la présentation, il y aura un petit feedback form là, que vous pourrez scanner avec votre caméra de téléphone, qui vous permettra de noter, s'il vous plaît, ce webinaire et également de récupérer le support que de toute façon je pourrai transmettre à Laurence à la fin également de la présentation. Donc voilà, les animateurs, il y en a un ce matin, c'est moi. Effectivement, Laurence l'a dit. Donc je suis partenaire chez Culture Patrimoine. Ça fait 10 ans que je fais ce métier au sein de ce cabinet. Donc nous, notre volonté, c'est un peu l'image du Sherpa patrimonial. Donc c'est vraiment de guider nos clients tout au long de leur vie et de prendre les bonnes décisions sur le triptyque suivant, technicité, expérience et fiabilité. Donc technicité, parce qu'on est on est formateur d'autres professionnels, avocats, experts comptables sur des thématiques bien spécifiques de gestion de patrimoine. Expérience, on existe depuis un peu plus de 20 ans. Et fiabilité, aujourd'hui, chaque année, on mesure la satisfaction de nos clients. Elle est entre 90 et 95% chaque année. Et on se développe uniquement grâce à eux, avec du bouche à oreille. Donc, c'est le gage un peu de cette fiabilité. Donc, qu'est-ce qu'on fait en quatre questions pour aller assez vite sur l'activité de culture patrimoine? Donc, bon, offrir des services patrimoniaux, donc du conseil. Donc, le terme technique, nous sommes un multi-family office. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, nous sommes des conseillers en gestion de patrimoine, mais qui sommes rémunérés avec des honoraires de conseil. Et non pas non pas uniquement des rétrocessions sur des investissements ou quoi que ce soit. Donc l'objectif, c'est d'être à l'image du Sherpa, donc c'est d'être l'interlocuteur de référence et le point d'entrée unique et de pouvoir vous guider et vous accompagner sur l'ensemble des problématiques, qu'elles soient privées, professionnelles ou parfois un mélange des deux quand on est sur une frontière assez fine. Et donc ça s'adresse absolument à tout le monde, c'est pas uniquement des personnes fortunées, parce qu'encore un coup, vu qu'on se rémunère avec les honoraires de conseil, il y a une problématique parfois de transmission, de structuration, de reprise de société ou de questionnement sur est-ce que je crée ma boîte pour facturer des honoraires de conseil quand je suis sur une situation d'outplacement, et ben nous on sait intervenir dans ces situations-là. Et le triptyque, on en a déjà parlé tout à l'heure sur la belle photo du Sherpa patrimonial. Donc, sommaire, on rentre dans le vif du sujet. Donc, on va parler un petit peu de la petite intro à suivre sur la holding, sur qu'est-ce que c'est une holding et à quoi ça peut servir, et surtout, donc, un peu un prérequis sur toutes les fois où il ne faut pas en faire. Parce que c'est pas un outil fait pour tout le monde. Il faut bien l'avoir en tête. Hein. Donc, là, on va faire différents cas pratiques un petit peu aujourd'hui pour illustrer un petit peu l'intérêt. Et donc, on va voir ce gentil monsieur patrimoine qui va nous accompagner tout au long de notre webinaire. Donc, une holding, qu'est-ce que c'est? Avant même ce petit schéma, en fait, c'est simplement une société, généralement à l'IS, donc à l'impôt sur les sociétés, qui va détenir des participations, soit des sociétés, soit des investissements. Finalement, ce n'est que ça, là, une holding. Parfois, ça paraît bien technique, mais ce n'est qu'une société à l'IS qui va détenir quelque chose. Et donc, quand on a son patrimoine, qu'il soit financier, immobilier ou professionnel, et on a besoin, il va y avoir vraiment une question de revenus et de budget de fonctionnement. Si l'ensemble des revenus générés par son patrimoine, on en a besoin pour vivre, payer les factures, partir en vacances, bah, globalement, il faut se dire que la holding, dans ce cas-là, ça va servir à rien. C'est pas fait pour tout le monde. Donc, c'est important de bien distinguer son train de vie de l'épargne, donc de quoi j'ai besoin pour vivre. Et si, effectivement, une partie de mes revenus ou de mon patrimoine il s'avère que j'en ai pas besoin, ni à court terme, ni à moyen terme, peut-être à long terme, et ben là, la holding, effectivement, va pouvoir prendre son sens et on va pouvoir aller s'en servir un peu comme une tirelire pour pouvoir aller capitaliser à l'intérieur de celle-ci. Et donc, c'est ce qu'on va voir au cours des trois chapitres suivants, que sont donc l'immobilier, le patrimoine financier et le patrimoine professionnel, avec des notions où ce qu'on va comparer, effectivement, notamment concernant les revenus, ce sont des taux. On va comparer des taux. Et donc, on va comparer quoi? En fait, on va regarder les différences entre deux mondes. Ce qu'on va faire très souvent ce matin, c'est ça. Le monde
impôt société, donc avec une société à l'IS, et un monde impôt sur le revenu, donc généralement ou quand on est en direct en tant que personne physique, détenteur, propriétaire, actionnaire de son patrimoine. Et donc les deux prérequis là-dessus sont les suivants. On sait que aujourd'hui le taux de l'impôt sur les sociétés, il est plus faible que le taux de l'impôt sur le revenu. Globalement plus faible. Il y a un taux d'IS réduit, il est à 15%, ça a augmenté jusqu'à 42 500 euros. Après, il est à 25%. Donc, le maximum 25% d'impôt sur les sociétés. Là où le taux d'impôt sur le revenu, c'est le taux qui est progressif. Donc, c'est 11, 30, 41, 45%. Et on peut même aller dans des situations exceptionnelles, et bien, aller avoir une contribution elle-même exceptionnelle, donc ce qu'on appelle la CEHR, contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, qui va pouvoir malheureusement venir ajouter à ce 45%, un plus 3 ou un plus 4. Donc, on peut même monter à 45%. Donc, on voit que le taux d'IS, maximum 25, taux d'IR, maximum 49. Donc, ça va du simple au double. Donc, ça va nous servir pour la suite, la suite de la présentation. Donc, le taux. Donc, après, un impôt, comment calculer un impôt? Un impôt, c'est un taux qu'on multiplie à une assiette d'imposition. Et donc, on a vu le taux, 25 versus 49. Et donc, l'assiette d'imposition, pareil, généralement, elle va être bien plus faible dans un monde impôt sur les sociétés pour une explication simple qui est l'amortissement. Quand on est dans une société à l'IS, en fait, la société, qu'elle détienne des biens immobiliers, enfin, surtout des biens immobiliers d'ailleurs, enfin, on va pouvoir amortir là-dessus. Donc, forcément, l'assiette d'imposition sur laquelle va venir s'appliquer le taux va être plus faible. Donc on se dit tiens bon bah peut-être pour ceux qui vont vite, ils disent, tiens, il y a un taux plus faible, une assiette plus faible. On va essayer pour les revenus, ça nous semble quand même intéressant. On va voir comment on va essayer de peut-être entre guillemets profiter d'une fiscalité plus faible sur les revenus dans un monde IS. Et donc on va commencer à avoir tout ça dans le premier chapitre qui est sur le patrimoine immobilier. Et donc, on va aller comparer comment sont fiscalisés les revenus et puis après, on va présenter quelques schémas d'optimisation. Donc, sans holding, finalement, ou alors dans une holding créalière, mais bon, ça a relativement aucun intérêt. Les revenus, si on n'a pas de dispositif spécifique, on est sur des revenus fonciers. Je parle pas ce matin de quelques mécanismes d'optimisation assez efficaces sans création de holding, que sont un statut de LMNP ou LMP, donc loueur meublé non professionnel ou loueur meublé professionnel, qui sont des statuts très intéressants, qui varient beaucoup, qui sont pas mal dans le scope de l'administration fiscale et qui peuvent être intéressants, mais du coup, on n'est pas dans le sujet de la holding de ce matin. Donc, patrimoine immobilier, revenu, eh bien, comment ça se passe la fiscalité? Ça fait relativement effroyable. Hier, enfin, impôt sur le revenu, plus prélèvements sociaux, plus éventuellement contribution exceptionnelle sur les revenus. La somme de tout ça, ça peut représenter 2 tiers. Donc, j'achète un bien, les revenus, je paye les deux tiers d'impôt en termes de taux d'imposition. Donc, c'est vraiment déconseillé. Parfois, on n'a pas le choix. Tous les biens, on ne peut pas sortir des revenus fonciers, mais c'est quand même quelque chose à éviter quand on est fortement fiscalisé par ailleurs sur le foyer fiscal avec les autres revenus. Donc les revenus, c'est pas terrible, hein. Le monde immobilier et impôt sur le revenu, les revenus, c'est pas terrible. En revanche, PV, donc pour plus-value, là, on voit un truc qui n'a absolument rien à voir, on voit zéro. Effectivement, vous le savez probablement, même si vous n'avez pas les durées précises en tête. Sur un patrimoine immobilier, on peut être exonéré sur la plus-value si jamais je revends le bien plus cher que je l'ai acheté ou plus cher que je l'ai reçu par une donation, par exemple. Donc, au-delà de 22 ans, je n'ai plus d'impôt sur le revenu. Et au-delà de 30 ans, je n'ai plus de prélèvements sociaux. Donc, globalement, 30 ans, je ne paierai rien. C'est très long, hein, mais bon, je ne paierai rien sur la revente de mon bien immobilier. Et après, il y a des cas spécifiques comme la résidence principale. La résidence principale est toujours exonérée de plus-value, même si vous l'avez détenue 3 ans. Donc, l'immobilier, l'impôt sur le revenu, les revenus, c'est pas terrible. En revanche, la revente, très intéressant. Donc, maintenant, je vais comparer ça et on va voir que c'est exactement l'inverse pour le monde impôt sur les sociétés. Donc, là, c'est quoi? J'ai une société à l'impôt sur les sociétés qui détient un bien immobilier. Eh bien, les revenus, globalement, je ne vais pas payer d'impôt dessus, sauf si le bien est extrêmement rentable. Et je vous donne un exemple, hein. Si un bien génère à peu près 4% de revenus par an, et grâce à l'amortissement de ce bien, si on amortit bien sur une trentaine d'années, 30 ans, ça fait à peu près un peu plus de 3% d'amortissement par an, eh bien,
Ça va en défalque tout de suite cet amortissement des 4%. Donc, si je fais 4 moins 3, il ne reste plus que 1%. J'enlève un peu de charge sur le bien, taxe foncière, éventuellement des intérêts d'emprunt. Et bon, en tout cas, c'est terminé. Le résultat est à zéro et donc je ne vais pas payer d'impôt sur les sociétés sur les revenus de mon bien. Donc ça, bon, ça c'est vraiment pas mal. Et en revanche, sans quand on paye pas d'un côté, globalement, généralement, on se fait, entre guillemets, rattraper de l'autre côté. La plus-value dans un monde IS, là, c'est vraiment pénalisant. Pourquoi? Parce que d'une part, si j'achetais, on va faire un exemple, si j'achetais un bien 100 000 et que je le revends plus tard 150 000, d'une part, j'ai la plus-value, nous on se dit, bah, la plus-value c'est 50. Je l'ai acheté cher, je le revends 150. Donc, il y a une première plus-value qui est effectivement la plus-value qu'on appelle, nous, plus-value un peu économique, de 50 000. Celle-là, elle va être taxée à 25%, qui est le taux de l'IS. Attention, il y a également tous les amortissements qui auront été passés, qui auront permis de payer d'impôt sur les revenus. Ils vont tous être repris au moment de la revente. C'est-à-dire qu'en fait, le bien que j'ai acheté 100 et que je revends 150, si je l'ai totalement amorti, exemple au bout d'une trentaine d'années, comptablement, dans le bilan de ma société, il vaut zéro si je l'ai amorti. Et donc, s'il vaut zéro et que je le revends 150, la plus-value, ce sera finalement 150 et pas uniquement 50. Donc, du coup, je vais me retrouver à payer 25% sur 150 000, d'une part, donc ça fait un impôt non négligeable. Et d'autre part, n'oublions pas que le cash, il n'est pas dans votre poche personne physique, mais il est dans une société, un impôt sur les sociétés. Donc, si à la fin, je veux ressortir le cash pour l'avoir dans ma poche ou réinvestir sur d'autres projets personnels, personnes physiques, eh bien, je vais repasser par une autre case impôt avec la sortie de cash de la société, soit en rémunération, soit en dividende. Donc, donc là, on se dit, bon, bah, OK, j'ai vu tout à l'heure mon impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu, c'est bien pour la revente, c'est pas bien pour les revenus. Et là, mon impôt sur la société, c'est l'inverse. C'est pas bien pour les revenus. Enfin, pardon, c'est bien pour les revenus, mais c'est bien, mais c'est pas terrible pour la revente. Donc, du coup, on va essayer maintenant de voir avec un schéma existant qui présentera ses avantages et ses inconvénients, mais qui permet de répondre à ça. Donc, on va essayer de trouver un schéma où on va avoir les revenus dans un monde impôt société et la revente. Le mourir, c'est la revente, c'est pour l'image, à l'impôt sur le revenu. Donc, le mécanisme, c'est un mécanisme finalement assez connu qui s'appelle le démembrement de propriété. Donc, petit rappel sur le démembrement de propriété, avant de voir l'application au cas d'école. Donc, quand vous avez un bien en direct, c'est la pleine propriété. Donc, la pleine propriété, c'est la somme de l'usufruit. Donc, le droit, c'est l'usus et le fructus. Donc, c'est le droit de jouir du bien, d'y vivre et d'en avoir les revenus s'il était loué. Et la nue propriété, c'est la propriété du bien à terme, la structure. Donc, le bien, en fait, il sera finalement transmis. Et donc, le jour où l'usufruit s'éteint, donc le jour où l'usufruitier décède, eh bien, la particularité, c'est que l'usufruit rejoint la nue propriété sans frais. Donc ça, c'est un article du Code général des impôts qui explique tout cela. C'est si vous voulez le retenir, il est important, c'est le 669 du Code général des impôts qui explique ça. Et donc, le cas qu'on connaît le plus souvent, c'est un cas familial, soit d'une donation, où un parent, par exemple, va donner la nue propriété à ses enfants, à ses enfants, et conserve l'usufruit. On peut avoir également le cas un peu moins sympa, mais bon, qui arrive, du décès de l'un de ses parents. Et donc, le parent survivant va conserver l'usufruit du patrimoine et les enfants vont à ce moment-là avoir la nue propriété. Donc ça, on parle d'un démembrement, dans ce cas-là, viager. C'est-à-dire que c'est viager, donc l'usufruit, ça va durer jusqu'au décès de l'usufruit. Bon, très bien. Donc ce démembrement-là, c'était un peu un rappel sur le démembrement classique. Il faut savoir que on peut également faire ça avec non pas des personnes physiques, mais des personnes morales. Et donc on parle pas du coup, donc, le but du jeu, ça sera d'aller l'usufruit, c'est le droit d'avoir les revenus. Tout à l'heure, on évoquait que les revenus, idéalement, on voulait essayer de les loger un peu dans un mécanisme impôt-société. Et donc, ce qu'on va vouloir faire, nous, c'est loger l'usufruit chez une personne morale. Et donc, on peut dire une personne morale ne décède pas. Et donc, on peut pas avoir un usufruit viager sur une personne morale. Donc, on parle d'un usufruit temporaire. Et idem, il y a plusieurs techniques de valorisation. L'article que j'évoquais, là, le 669 du Code général des impôts, donne des règles de valorisation d'un usufruit temporaire. Euh,
maintenant que j'ai dit ça, on va voir directement comment sur de l'immobilier, dans le chapitre immobilier, comment je vais faire un mécanisme comme ça pour les mettre le usufruit à gauche, les propriétés à droite. Donc, ce sera le slide juste après. Hop, parfait. Et donc, dans le cadre familial, quand il y a un démembrement de propriété, généralement, c'est directement sur le bien. Euh, le bien est démembré, quelqu'un a l'usufruit, quelqu'un d'autre a la nue propriété. Eh bien, là, sur ce schéma qu'on présente ce matin, c'est pas exactement ça. Le démembrement va pas être directement sur le bien immobilier, mais il va être sur une société qui détient ce bien immobilier. Donc, partons du bas sur ce schéma. Je prends un exemple de schéma ab initio, c'est-à-dire qu'on crée le schéma en même temps qu'on acquiert le bien. Donc, je constitue une société, donc une société assez standard, une société civile immobilière à l'impôt sur le revenu, donc transparente fiscalement. Je la constitue. La société éventuellement contracte un prêt pour acquérir le bien. Voilà. Et donc, à la fin, c'est bien la SCI qui est propriétaire du bien. Et donc, une fois que c'est le cas, à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je veux vouloir aller loger l'usufruit en haut à droite dans une société à l'IS pendant plusieurs années. Et donc, l'opération qui se passe à ce moment-là, c'est pas une donation. On va réaliser une vente. Donc, Monsieur Dupont, qui était plein propriétaire des parts de la SCI, va vendre, il va céder l'usufruit temporaire, c'est la partie un peu technique de ce matin, mais il va céder l'usufruit temporaire de ses parts de SCI. Hein, pas l'usufruit temporaire du bien immobilier, il va céder l'usufruit temporaire des parts de la SCI. Bon. Donc ça, il y a une certaine fiscalité, des règles de valorisation, et je ne rentre pas tellement dans le détail. Et le but du jeu, une fois qu'il a cédé, on est bien sur la photo de l'écran. Donc, Monsieur Dupont, il ne sera, entre guillemets, plus que nu propriétaire. Et c'est sa holding qui va être usufruitière des parts de la SCI. Bon. OK, à quoi ça sert ce truc-là? Donc, la SCI, le bien immeuble, j'aurais pu le dire ici en prérequis, c'est un bien qui va avoir des revenus. Le but, c'est quand même qu'il y ait des revenus sur l'immobilier locatif ou professionnel avec des locaux d'activité, par exemple. Euh, à quoi ça sert? Il y a un autre article du Code général des impôts, qui est le 238 bis K, un peu plus compliqué à écrire celui-là, qui dit la chose suivante, qu'en gros, je trivialise un petit peu ce qu'il écrit en plusieurs pages, que la SCI, LIR, elle va prendre la fiscalité, la couleur de ses associés usufruitiers. Bon, ok. Et en fait, comme les associés usufruitiers de la SCI, c'est la holding LIS, eh bien, finalement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la SCI qui va avoir des revenus en louant le bien, eh bien, dans la SCI, le temps du démembrement, on va tenir une comptabilité à l'impôt sur les sociétés et ça va permettre donc du coup d'amortir le bien pendant la durée du démembrement temporaire. Donc là, on voit qu'on est justement sur l'avantage d'avoir les revenus dans un monde impôt sur les sociétés, c'est que pendant la durée du démembrement, la SCI va payer pas ou peu d'impôts sur les revenus qu'elle va recevoir sur la location du bien immobilier. Donc ça, on voit l'avantage pendant la vie, pendant les revenus. Qu'est-ce qui se passe à la fin du démembrement? À la fin du démembrement, il y a une durée temporaire. Hein, donc, quand le démembrement temporaire s'achève, l'usufruit retourne là à celui qui l'avait cédé, donc il va retourner chez Monsieur Dupont. Monsieur Dupont, du coup, devient à nouveau plein propriétaire. Et s'il souhaite euh, céder le bien, donc en fait, c'est la SCI qui va céder le bien, la SCI, elle bénéficiera des abattements pour durée de détention. Donc les fameux 22 ans pour l'impôt sur le revenu, les 30 ans pour les prélèvements sociaux. Et ces abattements repartent bien depuis l'acquisition initiale. Donc les compteurs du 22 ans, 30 ans partent bien depuis l'acquisition initiale. Et donc du coup, sans reprise des amortissements qui ont été pratiqués. Donc ça, là, on voit bien, là, clairement sur ce schéma, on a bénéficié du meilleur des deux mondes, des revenus en phase de location au début qui sont peu fiscalisés grâce aux amortissements, et le jour de la revente, à la fin du démembrement, eh bien, on bénéficie à nouveau des abattements pour durée de détention. Euh, voilà. Donc, ce schéma-là, quand on l'explique comme ça, bon, il paraît un petit peu, je ne vais pas entrer dans les détails de comment on valorise l'usufruit temporaire, euh,
ni de la fiscalité, parce que c'est fiscalisé cette opération, mais globalement, ça se maîtrise quand même bien. Je pense que je l'ai sur un slide d'après. Je sais pas si c'était juste celui d'après. Voilà, bah, les limites, il y en a deux. La deuxième étant la plus importante hein, que la première, parce que la première, ça se maîtrise pas mal. C'est juste que quand on valorise l'usufruit temporaire, cette cession, quand Monsieur Dupont il doit vendre à sa holding, cette valeur de vente, Monsieur Dupont, chez lui, c'est fiscalisé comme des revenus fonciers, parce que c'est un bien qui aurait donné des revenus fonciers. Eh bien, ça va être fiscalisé dans cette catégorie-là, dans sa feuille d'impôt. Donc, du coup, si la valorisation de l'usufruit temporaire est importante, il faut savoir que l'année de mise en place de ce schéma-là, il va y avoir une forte taxation chez le propriétaire, là, chez monsieur Dupont. Donc les valorisations, ça se travaille. On peut pas faire n'importe quoi, parce que ça argent, on arrivera sur le point 2 après. Ça se travaille. Et après, quand on fait sur des schémas de ce type à long terme, effectivement, il faut pas regarder que le coût de l'année 1, il faut regarder le coût sur les années 10, 15, 20, la durée qu'on fait ça. Sachant que l'usufruit temporel, la durée maximum, c'est 30 ans. Donc, le risque principal sur ce schéma-là, c'est le deuxième, c'est l'abus de droit. L'abus de droit, il y a un comité d'abus de droit qui regarde un petit peu les schémas qui pourraient être qualifiés d'abusifs. Donc, la loi a un petit peu changé. Avant, il pouvait être remis en cause les schémas qui avaient été faits dans un but exclusivement fiscal, donc fait que pour pas payer d'impôts. Donc ça, il y avait très peu de contrôles, je dirais, qui aboutissaient et qui étaient requalifiés. Depuis janvier 2020, donc ça fait quand même déjà un peu plus de 4 ans, ce exclusivement fiscal s'est transformé en principalement fiscal. Donc c'est un peu le flou artistique, c'est-à-dire que si vous faites un schéma de ce type dans un but principalement fiscal, il peut être retoqué. Depuis 4 ans, il y a toujours pas de jurisprudence, et donc on voit finalement très peu toujours de schémas requalifiés. On sait quand même juste qu'il faut être effectivement prudent. Et donc ça, il y a plein de choses à faire pour pas aller chercher juste je veux pas payer d'impôt sur ma location du bien immobilier que je veux acquérir. Donc il faut aller y coupler. On peut y coupler des objectifs de transmission. Hein, c'est pas exclusif. On peut aller transmettre la nue propriété également du bien à des enfants. Donc on n'est pas juste sur le côté fiscal pur. On peut aller créer des revenus à terme, jouer sur les durées de démembrement versus durée du crédit s'il y a un crédit. Donc il y a pas mal de choses à faire pour raconter une histoire, pour pas prendre de risques là-dessus, parce que le but c'est quand même qu'on puisse dormir sur nos deux oreilles. Donc sur ce schéma, deux utilisations possibles. Bon, la première, j'expliquais ab initio, donc c'est dès le début finalement, je constitue la SCI pour acquérir le bien. Donc à ce moment-là, c'est forcément plus facile. Mais c'est quand même possible, on l'a déjà fait plusieurs fois, de faire. En fait, j'ai déjà un bien immobilier, j'ai déjà payé mon prêt dessus ou une partie du prêt. Est-ce que c'est possible de le faire? Oui, c'est possible, hein. On peut constituer une société pour aller racheter le bien immobilier, donc le principe d'OBO, et aller couper ça à une transmission. Donc ça s'étudie, hein. Il y a quand même des fois, il y a des moments où on fait ce type d'études où on mesure un peu dès le début tous les frais liés à l'opération. Il peut y avoir des frais de mutation du bien, hein, l'équivalent des frais de notaire. Donc si on paye des frais de notaire, des frais de société, des frais de ceci, des frais de cela, des frais de conseil, des frais d'avocat, bon, il faut que le jeu en vale la chandelle par rapport à la stratégie du patrimoine. Donc c'est pour ça que c'est bien de se faire conseiller, d'avoir quelqu'un qui va avoir un point de vue un peu macro quand même de la situation. C'était assez dense. Est-ce que je vais regarder s'il y avait une question peut-être sur le chat que je n'arrive pas à afficher avant qu'on passe à l'immobilier. Hop. On peut poser des Ah questions. non, c'était Renaud qui devait partir rapidement déjà. Ouais. Une différence. Donc, je sais pas. Moi, j'avais une question. Qu'est-ce qui se passe quand finalement le Monsieur Dupont décède? Est-ce que ça accélère les choses ou pas? Euh, dans quelle situation se retrouvent les autres membres quand on est le Euh, patrimoine? pendant le démembrement, par exemple? Oui, c'est ça, exactement, Ouais. pendant le développement. Bah, pendant le démembrement, qu'est-ce qui se passe? Donc, le décès, hein, c'est le décès de l'usufruitier qui met fin généralement au démembrement. Et comme là, on est sur un démembrement
temporaire avec une personne morale qui ne décide pas par définition. Ouais. Donc, comme M. Dupont, il avait la nue propriété, bah donc ce qui va rentrer dans la transmission, c'est d'une part la nue propriété du bien, et d'autre part, c'est pas directement l'usufruit, ça va être la société qui avait l'usufruit. Du coup, elle a une valeur, la société. On la valorise notamment avec l'usufruit qu'elle détient. Et donc, la société, M. Dupont, il détenait la société holding. Donc, c'est la holding va passer dans la succession. Ça ne met pas fin au démembrement. Et après, les héritiers, eux, ont toujours le démembrement. Donc, eux seront nus propriétaires et auront des parts de la société qui a l'usufruit temporaire de l'ASC en tout. Donc le schéma finalement va se transmettre aux héritiers. D'accord, ok, merci. J'ai une Et après, question c'est également. possible Est-ce que de mettre fin au schéma aussi. est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui. Florence, je vous en prie. D'accord, pardon, désolé. Est-ce que c'est la même chose pour les parts de SCPI ou c'est uniquement sur l'immobilier, Pierre? Alors, est-ce que c'est la même chose sur le SCPI pour faire ce type de schéma? Oui, Non, sur de la SCPI en direct, je pense que ça ne va pas marcher. d'accord. Je pense que ça va pas marcher. Parce qu'il faudrait apporter les parts de SCPI à Oui, une SCI, du coup. oui, tout Et à fait. après, éventuellement, faire une cession temporaire des parts de la SCI qui détiennent les SCPI. Ça peut. Faut regarder ce que les SCPI, c'est très bien, mais effectivement, c'est pas mal fiscalisé sur les revenus. Oui, c'est pour ça. Euh, donc sur les SCPI, bah, faut voir. Je pense pas. Comme ça, à chaud, je pense que c'est pas particulièrement intéressant. Surtout s'il y a une dette en face, s'il y a une dette en face, personne physique, il faudrait la faire reprendre par la société. Il faut étudier ça. Il faut regarder C'est ça. le Mais à cas où la chaud, dette physique est échue, en fait. C'est parce que moi, ma dette physique arrive à terme. C'est pour ça. ok, ok. Bah, quand la dette physique arrive à terme, effectivement, du coup, on n'a plus d'intérêt d'emprunt en plus à déduire. Voilà. Donc l'impôt augmente d'autant. Non, il y a pas tellement, il y a pas tellement de solutions dans ce cas-là sur des revenus fonciers comme ça. Ou alors faudrait voir si on peut loger d'autres choses dans la SCI que juste le départ de SCPI pour éviter le fameux principalement Hmm. pour éviter l'abus de droit. OK. Merci. Je vous en prie. Et puis c'est pas forcément le bon moment pour vendre des parts de SCPI en fonction en fonction des SCPI. OK. Moi, j'ai deux petites questions. La première, si j'ai une SCI qui est à l'IR aujourd'hui, est-ce que je peux et quel coût ça a de la transformer en SCI à l'IS? Et la deuxième, le montage que vous avez décrit, est-ce qu'il y a un âge idéal pour le mettre en place? Et jusqu'à quel âge, en gros, ça peut avoir un sens? Donc, pour la première question, donc, on peut transformer le CLIR à l'IS. Donc, c'est possible. Le coût, je pense que c'est vrai. Enfin, c'est subjectif. Je dirais, c'est pas énorme. Je pense que c'est 1000 ou 2000 euros pour D'accord. transformer. OK. En revanche, je suis pas convaincu. Faut vraiment voir l'intérêt de le faire. Parce que moi, dans le schéma qu'on évoquait là juste avant, il n'y a pas de transformation. Il y a juste une cession temporaire départ. Parce que si on transforme une ECLIS, on va tomber sur tous les inconvénients de détenir l'immobilier en personne morale, avec le jour où on revend, énormément de fiscalité et l'argent pas dans la poche de la personne physique. Donc, faut regarder. Et donc ça, c'était votre première question. Et la seconde sur l'âge, non, il n'y a pas d'âge. Juste que le démembrement temporaire, idéalement, il faut quand même caler, euh, comment dire, il faut que ça ait du sens sur la logique du patrimoine. Donc, si on fait un démembrement temporaire de 20 ans, quand on a 60 ans, bon, bah, je suis pas sûr que ce soit hyper intelligent dans ce cas-là, mais sinon, non, il n'y a pas d'âge. On les a fait à tout âge, hein, ce type de schéma. C'est juste que quand il y a un prêt en face, forcément, la durée du prêt, il y a une corrélation entre la durée du prêt et la durée du schéma. Oui, Antoine, je prends une dernière question et Oui, puis après, je les garderai pour la fin. oui. Dans cette question de compréhension, dans le schéma où vous avez présenté le principal, donc il est fait état de la SCI et de la holding. Il faut créer deux structures où j'ai pas bien compris ça, où on crée que la SCI en fait. Oui. Dans le schéma, il y a bien deux sociétés. Il y a une société transparente, une SCI à l'impôt sur le revenu, Oui. et il y a également une société à l'IS. Il y a bien deux sociétés.
D'accord. Et cette deuxième société doit aussi être créée et c'est elle qui va mettre en location le bien en étant bénéficiaire du usufruit, c'est ça? Je ne suis pas sûr d'avoir tout à fait compris en fait. Ouais, je vais remettre, hop, mettre là-dessus. Hop. Donc, c'est bien la SC, c'est la SCI qui va louer. C'est la SCI qui est propriétaire du bien immobilier. Donc, c'est la SCI qui contracte un bail avec qui elle souhaite pour louer le bien. Donc, les revenus sont dans la SCI. S'il y a un prêt, le prêt, c'est bien la SCI qui a fait son prêt à la banque pour acquérir le bien, éventuellement un peu de compte courant d'associé de Monsieur Dupont pour l'équivalent d'un apport. Donc, voilà. Donc, la holding, elle dans ce schéma-là, c'est elle va acheter quoi? Elle va juste acheter l'usufruit temporaire. Donc, on valorise l'usufruit temporaire. Combien ça vaut l'usufruit temporaire? Il y a plusieurs méthodes de calcul. Soit le 669 du CGI, soit on fait une valeur actualisée des revenus futurs. Et donc, ça donne une valeur de l'usufruit temporaire. Exemple, 100 000 euros. Et donc, Monsieur Dupont, la holding doit décaisser 100 000 euros. Donc, elle les verse à Monsieur Dupont et Monsieur Dupont est fiscalisé dessus. Mhm. Donc c'est à ça que sert la holding dans ce schéma-là. Donc après, créer uniquement une holding pour ça, pour créer la holding juste pour aller acheter l'usufruit de la SCI, là pareil, faut voir l'intérêt. Faut voir l'intérêt par rapport au reste des droits. Parfois, la holding, elle existe déjà, ou elle va avoir d'autres intérêts qu'on va voir d'ailleurs dans le futur, sur peut-être détenir des participations, détenir du patrimoine financier, en faire vraiment une holding patrimoniale au sens large et pas juste un outil pour pas payer d'impôts sur l'immeuble ici qui va être loué. Ok. Ça répond à votre question? Oui, donc en fait, il y a toujours Parfait. ce risque d'abus de droit si on crée les deux sociétés simultanément dans cet objectif d'optimisation fiscale. Ça, Bah, si on c'est fait pile la prévu par photo à tout le monde. l'écran là, que ça, sans Ouais. histoire, sans coupler de donations, sans utiliser la holding pour autre chose, pour Mhm. votre activité pro peut-être, ou pour y mettre d'autres investissements. Oui, 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 on multiplie les chances la probabilité de déclencher un contrôle. Ok, merci. Je vous en prie. Je propose de passer au placement financier. Le placement financier, finalement, on va faire la même chose que le monde immobilier. On va comparer les deux mondes. Donc, dans un monde personne physique, sur des revenus, aujourd'hui, il y a notre ami la flat tax qui est globalement intéressante, même si on n'est pas obligé de la prendre. Donc, elle s'applique sur quoi? Elle s'applique sur des dividendes, des intérêts, des plus-values de cession de valeur mobilière, et en partie, même si les règles sont spécifiques, sur des retraits d'assurance. Et là où ça s'applique pas, c'est sur de l'immobilier. On est bien sur la partie financière. Donc, si je reprends un peu les différentes catégories de revenus qu'on peut avoir, donc des dividendes, soit je fais payer FUCI à droite, soit sur option, je peux demander l'impôt sur le revenu. Donc ça, c'est les taux, c'est la somme de 44,2, c'est la somme des prélèvements sociaux et d'un impôt sur le revenu à 45% après un abattement de 40%. Donc on voit que de toute façon, sur l'écran, généralement, dès qu'on a un peu de revenus sur le foyer fiscal, la flat tax sera plus intéressante sur les dividendes, sera plus intéressante sur des intérêts. Sur des plus-values, la flat tax est très intéressante, sauf dans un cas où on voit le fameux 24,2. Hein. Qu'est-ce que c'est 24,2? C'est le cas où j'ai acquis des titres avant le 1er janvier 2018 et où je suis éligible à des abattements renforcés pour durée de détention, donc c'est plus de 8 ans. Et sur des titres de PME, donc j'ai acquis les titres ou créé la boîte dans les 10 ans. Soit je l'ai créé avant 2018, soit je l'ai acquis suivant les 10 ans de sa création, différents critères comme ça, qui permettent d'avoir un abattement de 85% sur l'impôt sur le revenu. Et donc ça, la somme de tout ça, ça nous donne quelque chose qui est mieux quand même que la flat tax. Je crois que j'ai le tableau un peu plus loin. Bah voilà, il n'était pas très loin, il était juste après. Donc je vous le remettrai ça, vous l'avez là, le tableau sur le régime un petit peu spécifique. Donc c'est l'article 150.0 des terres du Code général des impôts, dont on est sur la colonne du milieu. Donc il faut savoir que tous ces régimes avec les abattements très spécifiques, ça ne concerne que des titres acquis avant le 1er janvier 2018. Depuis le 1er janvier 2018, on n'a plus le droit à ces abattements spécifiques. C'est soit flat tax, soit impôt sur le revenu sans abattement. Donc du coup, c'est tout le temps flat tax. Donc, c'était l'impôt sur le revenu. Maintenant, si on regarde un petit peu l'impôt dans un monde IS. Donc, dans l'IS, je suis dans une société, hein, pour faire simple, et
j'ai des placements financiers. La palette est assez large de ce qu'on peut faire, hein, aussi large que dans un monde d'impôt sur le revenu. Donc, j'ai des revenus. Par défaut, mes revenus, ce sera l'IS. J'ai pas mis le taux ici à 15% pour simplifier, le taux réduit sur les 42 500 premiers bénéfices de la société. Au-delà de ça, c'est 25% pour des dividendes, 25% pour des intérêts. Et en bas, plus-value, si je fais des plus-values, si j'ai un compte titre sur ma société que je fais des gains, 25%. Bon. Ça, c'est par défaut. Et c'est déjà un peu moins que la flat tax. Mais surtout, ce qui va être intéressant, c'est les chiffres un peu plus bas à l'écran. On voit dividendes. Dividendes, qu'est-ce que c'est ce 1,25 là, ou 0,25? C'est quoi? C'est exemple, soit j'ai ma boîte, ma société opérationnelle, dont je suis dirigeant, soit je suis investisseur dans des sociétés, dans des startups, ce que vous voulez. Eh bien, il y a un régime il y a différents régimes. Là, on va parler de deux régimes sur ce slide. Le premier régime, c'est le régime mère-fille. Le régime mère-fille, c'est quoi? J'ai ma holding qui détient plus de 5% d'une société fille. 5%. Le critère, c'est celui-là. Si j'ai plus de 5% et je suis éligible au régime mère-fille, et donc en gros, et quand la fille va distribuer un dividende à ses actionnaires, si vos 5%, vous les détenez via une holding, et c'est la holding qui va recevoir donc du coup forcément le cash. Et la holding, elle va pas repayer les 25% d'IS. Pour rappel, ils auront quand même déjà été payés par la fille avant de distribuer un dividende. Mais elle va payer de l'IS sur on appelle ça une quote-part de frais de charge de 5%. Donc, je paye l'IS sur 5%. Donc, si je fais 25% d'IS fois 5%, ça me donne mon fameux taux de 1,25. Donc ça permet, sur des remontées de cash, ça permet vraiment de faire remonter à moindre coût du cash. Et c'est quoi le 0,25 hein? 0,25, c'est encore 5 fois moins que 1,25. C'est si jamais, donc on évoquait le régime mère-fille, il faut détenir plus de 5%. Il y a un régime encore plus fort, mais qui est plus dur en termes de cahier des charges, qui est le régime de l'intégration fiscale. L'intégration fiscale, si je détiens plus de 95% de la fille, auquel cas la quote-part des frais et charges sur laquelle je paye de l'IS, c'est plus 5%, mais c'est 1%. Donc si je fais 1% fois 25%, ça me fait mon 0,25. Donc ça, c'est l'intégration fiscale. Ce qui permet dans des groupes de faire circuler le cash. On en reparle, je l'aurai mis après sur quelques slides, mais pour faciliter la circulation du cash. À savoir qu'il y a plein de pays, il y a des pays voisins européens où c'est zéro pour faire remonter le cash. Donc là, on voit sur les dividendes, il y a des petits trucs à faire quand même sur la détention d'un patrimoine, qui soit financier ou finalement, je l'ai déjà dit, financier ou professionnel, ce sera exactement le même intérêt. Sur les types de participation, très fort ça rejoindra le patrimoine professionnel, sur de la plus-value. Donc, différents critères. Si je détiens, là, c'est 10%, critère. Soit 10%, en fait, on considère que 10%, vous avez un poids important de pouvoir et de décision dans l'entreprise. Ça, il y a ce taux qui est communiqué. Vous pouvez avoir moins que ça, mais il faut pouvoir justifier effectivement que vous avez un pouvoir exécutif de direction dans la boîte. On détient les titres plus de 2 ans, etc. On peut être éligible du coup à ce fameux régime des titres de participation. Et donc là, sur une revente de titres, sur la plus-value qu'on va faire en revendant de titres, si on fait une plus-value, on va pas être taxé à 25%, mais on va être taxé, je parlais de quote-part tout à l'heure, là, voilà, il y a une nouvelle quote-part, un nouveau chiffre encore qui est 12%. Et si je fais 12% fois le taux d'IS de 25, ça me donne ce fameux 3%. Donc, je referai un petit exemple tout à l'heure pour reprendre un petit peu quelques cas d'application là-dessus. Mais en tout cas, tout ça pour dire quand même que là, dans un monde impôt-société, il y a des solutions, soit quand on vend son entreprise, soit quand on vend des titres, ou de faire circuler du cash, de payer significativement moins d'impôts. Avec un inconvénient, qui est celui que j'ai dit tout au début du webinaire de ce matin. Attention, la holding, c'est pas fait pour tout le monde. C'est super si on n'a pas besoin, du cash, hein, parce qu'on ne paye pas d'impôts, oui, mais l'argent est ensuite dans la holding. Donc le but de ça, c'est ensuite de réinvestir dans la holding sur une base plus importante, parce qu'on n'aura payé pas ou peu d'impôts là-dessus. Donc si c'est pour le ressortir illico, ça ne sert globalement à rien. Donc oui, c'est pour évoquer les différents types, là, c'est quelques slides à suivre de mécanismes. C'est juste pour remettre des phrases sur ce que j'évoquais plus tôt. Donc si je veux vendre des investissements ou même une société, donc on est à cheval entre les deux sujets, patrimoine financier et patrimoine professionnel. Si je n'ai pas de holding, pour commencer par la fin, de manière simple, c'est PFU, ou alors éventuellement, si je coche tous les critères,
avoir un abattement pour durée de détention. Avec une holding, vous allez pouvoir aller chercher une session avec le régime de titre de participation à 3%, avec, tiens, bah là, vous avez, hop là, j'ai quitté la page, avec le lien du BOFIP, donc le bulletin officiel des impôts, qui détaille longuement les règles applicables. Donc, histoire de remettre un petit peu une petite phrase là-dessus. Donc, ce schéma-là, je regarde le temps qu'on a, on a une vingtaine de minutes, faut pas que je chôme. Un schéma très, très important qui est celui de l'apport cession. Donc, l'apport cession, qu'est-ce que c'est? C'est, on va dire qu'on va prendre l'exemple ici de Monsieur Patrimoine qui a créé une société. Donc, s'il l'a créé, la valeur, c'est 0. V1, valeur société, 0. Okay. Et donc, le but du jeu ici, il veut la vendre. Hein, il veut vendre sa société. Eh bien, c'est pas lui qui va vendre sa société. Il va d'abord apporter sa société qu'il détient en direct à une holding qu'il aura constituée pour l'occasion ou qu'il aura déjà depuis des années. Hein, mais aucun problème à la constituer juste avant. Aucun problème, aucun risque d'abus de droit, rien du tout. C'est hyper courant. Et donc, il va apporter quelques années plus tard la société. Donc, apport à la société, donc V2, valeur de la société. Et donc, si j'ai créé ma boîte, on va dire qu'elle vaut 0. Demain, je l'apporte, elle vaut 1 million. Je l'apporte à ma holding. Bah, ça déclenche une plus-value. Hein. La plus-value, plus-value 1 égale valeur d'apport, V2 moins valeur de création 0. Donc 1 million moins 0 égale 1 million. J'ai une plus-value de 1 million. Théoriquement, je suis censé, moi, personne physique, payer l'impôt sur ma plus-value. Donc, en fonction des règles qu'on a vues avant, soit 30%, soit éventuellement les régimes. Le régime de l'apportation, donc c'est un autre numéro du Code général des impôts, c'est 150, compliqué celui-là, 150 0 B comme Bernard et terre, 150 0 B terre, nous dit que on est OK, enfin OK, l'administration est OK pour que là, Monsieur Patrimoine ne paye pas l'impôt sur cette plus-value de 1 million. On va dire que l'imposition va être mise en report. Et donc un report, OK, très bien, mais un report jusqu'à quand? Et en fait, le report, il peut durer indéfiniment. Donc, on ne paye pas l'impôt, OK. Et donc là, les actions de la boîte qu'on voulait vendre, elles ne sont plus détenues par Monsieur Patrimoine, elles sont détenues par sa holding qu'il aura créée pour l'occasion. Et donc, la holding vend. Et donc, en fonction de quand elle vend, hop, je crois que sur ce petit slide, c'est pas mal, voilà. Prix de cession, apport des titres à la holding. En fonction de quand elle vend, on va avoir différents points. Là, vous voyez, supérieur à 3 ans. Ça veut dire quoi? J'apporte mes titres à ma holding, il se passe 3 ans d'activité, et ma holding, c'est pas moi qui vend, c'est ma holding. Enfin, même si c'est moi qui décide de faire vendre, que moi et ma holding, c'est à peu près la même chose, donc qui décide. Ma holding vend les sites de la société opérationnelle. Eh bien, si je vends après 3 ans, sur ma fameuse plus-value, ma première plus-value qui était de 1 million, qui a été mise en report, on dit que ça ne fait pas tomber le report. Donc, ne pas faire tomber le report, ça veut dire que l'impôt n'est pas appelé. On n'a toujours pas à payer l'impôt. Donc, ça, c'est très intéressant. Donc 3 ans, c'est long. On a beaucoup de dirigeants qu'on accompagne, notamment, hein, pas que des clients dirigeants, mais qui créent la société, apportent à la société revend quelques mois après. Donc vraiment apportation dans la foulée. Donc on est sur la frise du bas, inférieur à 3 ans. Donc si on est inférieur à 3 ans, il y a toujours un moyen de ne pas aller payer l'impôt sur sa plus-value de 1 million. Mais il y a une contrainte. C'est une contrainte de réinvestissement. On va devoir réinvestir 60% du prix de cession dans les 2 années suivant la cession. Donc, je donne un exemple. J'avais apporté valeur 1 million. Donc, si je vends juste après, si j'ai apporté valeur 1 million, je vends juste après, la revente, elle va être à 1 million. Et donc, Monsieur Patrimoine, là, il sera obligé, via sa holding, de réinvestir 60% du prix de cession, donc 60% de 1 million, 600 000 euros. Il aura 2 ans pour le faire. Et le réinvestissement, il y a des critères. On ne réinvestit pas dans n'importe quoi. Il faut réinvestir, pour le dire simplement, dans une activité business. Les critères sont repris toujours dans le même code général, dans le même article du Code général des impôts. Donc, globalement, il faut investir au capital de société. Donc, ce sont des investissements par définition risqués. Mais ça permet de ne pas payer l'impôt. Donc ça met sur cette première plus-value hyper puissant. Hein, on peut globalement réussir à ne jamais payer l'impôt là sur la première plus-value de 1 million. D'une part. Ouais. Pourquoi je précise d'une part? Parce que d'autre part, entre le moment où on apporte et le moment où on vend, le dirigeant il va continuer de bosser. Donc le but du jeu, c'est que sa boîte elle continue de prendre de la valeur. Donc ce qui va se passer, on souhaite pour lui, c'est que
quand il apporte 1 million, le jour où il va revendre, ça va pas se revendre 1 million. Ça va peut-être se revendre 1,5 million, 2 millions, bon, on sait pas. On va prendre l'exemple simple on va dire, il revend 1,5 million. Donc, s'il revend 1,5 million, la société qui détenait les parts, elle fait une plus-value, elle a reçu les parts valeur 1 million, elle revend 1,5 million. Donc là, il y a une plus-value simple, 500 000 euros. Cette plus-value-là, on a vu tout à l'heure un régime très spécifique, celui des titres de participation. Donc, quand c'est le dirigeant de sa boîte, il les aura. Il aura plus de 10% de la boîte. Ou il saura prouver que c'est lui le dirigeant ou un des dirigeants effectifs de l'entreprise. Donc, il sera éligible à ce régime-là. Et donc, ça lui permettra, sur cette seconde plus-value de 500 000 euros, de ne payer que 3% d'impôt. Donc là, on se dit quoi sur ce régime-là? Avant que je passe, oui, c'est un autre régime. On se dit, on peut avoir une plus-value taxée à 0. Et l'autre plus-value, si jamais il y a des gains, il y a de la création de valeur entre le moment de l'apport et le moment de la revente, on peut s'en sortir avec 3%. Donc, un bout à 0, un bout à 3%. Donc là, on voit que pour céder des participations, c'est ce mécanisme-là, qui est hyper carré, qui est contrôlé, mais il est assez simple à mettre en œuvre. C'est globalement fabuleux. Et encore un coup, si on n'a pas besoin du cash. Donc l'intérêt après, voilà, on peut aller coupler ça. Je sais pas si j'ai mis un slide dessus. On peut aller, donc ça nous fait du cash dans des titres dans une société. Et après, on peut réfléchir dans une logique de transmission, d'aller transmettre aussi les titres de la holding à ses enfants, de céder, etc. Petit autre schéma d'optimisation, plus simple que celui de la portion, celui de la donation-cession. Donc là, c'est quoi? C'est j'ai des titres, ça marche avec n'importe quel titre financier. Hein. J'ai des titres, j'ai hérité d'un portefeuille, ou j'ai juste acheté moi des titres LVMH qui ne font que de monter. J'ai une forte plus-value, j'ai pas forcément envie de les vendre, ou j'ai envie de les vendre, mais en tout cas, j'ai pas envie de payer 30% d'impôt là-dessus. Bon. Un mécanisme simple, c'est de faire une donation-cession. Donc le fait de donner, à qui on veut, hein, bon, généralement enfant, mais c'est pas exclusif, va purger la plus-value. Donc je donne un exemple simple. Si j'ai acheté des titres 1000 euros et qu'aujourd'hui ils valent 100 000, bah, normalement je suis imposé, moi si je les vends et que je les donne, je suis imposé sur 100 moins 1, je suis imposé sur 99 000, je paye 30 000 d'impôts et après je donne. Donc du coup si je donne, il me reste plus que 70 000, mes enfants ont 70 000. Okay. Si je fais une donation-cession, je fais dans l'autre sens. J'ai 100 000 de titres. Je donne à mes enfants les titres. Je leur donne 100 000. Ils revendent 100 000. Plus-value, 0. Et donc, mes enfants ont 100 000. Donc, il y a un cas où ils ont 70 000, l'autre cas où ils ont 100 000. Pour le même patrimoine initial. Donc, mécanisme hyper simple, hyper puissant. Et donc, très courant quand on souhaite commencer à transmettre du patrimoine, on va une analyse un petit peu des titres et de ce qui pourrait être transmis. Et pareil. Donc ça, on peut le faire en pleine propriété, on peut le faire en démembrement de propriété. Beaucoup de choses à faire pour aller payer moins d'impôts sur des titres. Et donc ça marche sur du compte titre personne physique, ça marche sur des titres de société, ça marche sur des titres de holding, ça marche sur beaucoup de choses. Pourquoi j'ai mis ce joli slide? Oui, sur comment on fait ce schéma de holding. Effectivement, quand on a une société, on peut dès le début, avec une holding acquérir. Si la holding acquiert les titres dès le début, il n'y aura pas de notion de faire un apport ou quoi que ce soit. Bon, ce sera plus simple. Et après, on peut le faire dans un comptant en allant apporter les titres. Et une opération d'apport, j'aurais pas une question que vous pourriez me poser, c'est combien ça coûte? Ça coûte quelques milliers d'euros. Je dirais peut-être entre 5 et 10. Mais par rapport aux économies à la clé, c'est négligeable. Bon, je passe très vite sur ce slide que j'ai mis là. L'idée, c'est quoi? Pourquoi j'ai voulu le mettre? C'est un petit cours, même s'il y a même si c'est plus rare, sur le plafonnement de l'IFI. Vous savez, aujourd'hui, il y a un plafonnement de l'IFI qui existe également avec l'ISF. Il dit que, heureusement, c'est un peu ridicule, mais l'ensemble de vos impôts, impôts sur le revenu, prélèvements sociaux, impôts sur la fortune immobilière, ça ne peut pas dépasser 75% de vos revenus. Quand vous laissez les 25% pour vivre. C'est sympa. Donc, certains arrivent à les jouer des mécanismes de plafonnement de l'IFI. Du coup, si je ne me distribue pas de revenus directs,
bah, 75% de zéro, c'est zéro. Donc, si j'ai pas de revenus, même si j'ai un patrimoine immobilier très important, je peux aller diminuer, voire réduire à zéro mon IFI. Et après, il faut trouver quand même il faut quand même trouver comment vivre. Donc, soit avec des liquidités par ailleurs, mais voilà, avoir en tête qu'il y a il y a des règles de plafonnement IFI, des mécanismes qui fonctionnent. On peut pas faire n'importe quoi, hein. Il y a pas mal de clauses d'anti-abus à ce sujet-là. Ça, j'en ai évoqué, c'était l'intérêt de coupler ça à de la transmission. Effectivement, hein, quand on est là, on voyait le but de pas payer d'impôt sur la cession. Mais bon, pas payer d'impôt, c'est bien. Et donc, du coup, ce qui est intéressant quand on se fait effectivement accompagner, c'est bon, pas payer d'impôt, c'est déjà hyper important. Mais à la fin, si on ne paye pas d'impôt et qu'on se retrouve avec un patrimoine considérable et qu'on, je dirais, décède avec, bon, bah, c'est bien, mais il faut éviter. Après, il y a la case droit de transmission, donc c'est bien d'anticiper aussi un petit peu en amont en fonction de ce qu'on souhaite faire ou pas, par rapport à ses héritiers, donc généralement enfants, neveux, et par rapport à ce qu'on a envie aussi qu'ils sachent, parce que c'est un peu compliqué, on a pas mal de clients qui n'ont pas envie de transmettre, ils veulent économiser, mais ils n'ont pas envie que leur enfant sache qu'ils vont hériter de sommes d'argent parfois importantes ou de titres de société. Ça, j'en passe. Parfait, il nous reste un peu moins de 10 minutes. Donc, je vais refaire un petit zoom sur la partie patrimoine professionnel. Je garderai les questions si on a sur la partie financière pour la fin de la présentation pour ceux qui veulent être libérés rapidement. L'idée, la reprise, donc une holding de reprise, ça sert à quoi? C'est de se dire qu'une société, si vous créez une holding au-dessus de votre société opérationnelle pour les futurs ou existants chefs d'entreprise parmi nous ce matin, ça va permettre de faciliter la circulation du cash. D'une part, et d'autre part, un truc tout bête, hein, mais quand vous faites un prêt assez souvent pour acquérir une société, eh bien, si vous faites le prêt en personne physique pour l'acheter, les intérêts d'emprunt, vous allez les déduire de rien du tout. Donc, comme une résidence principale, vous les déduisez de rien du tout. Alors que si vous constituez une holding, vous allez pouvoir déduire les intérêts d'emprunt du résultat de la holding. Très simple. Je crois que je l'ai remis dans quelques exemples. Tout à fait. Donc, circulation des capitaux d'investissement. Donc, en gros, si je distribue sans holding, si je distribue un dividende, bah, en fait, par défaut, ça va être du 30%. Il y a quelques règles un peu plus spécifiques, zoom, où si je suis en URL, je paye pas forcément que 30%, parce qu'il y a une partie sur les dividendes qui dépasse un certain pourcentage du capital social, 10%. Je paye une fiscalité différente. En tout cas, si j'ai une holding, l'intérêt d'avoir une holding au-dessus de sa société opérationnelle, bon, on l'a vu tout à l'heure, c'est de faire remonter des dividendes, soit d'être en régime Murphy, soit d'intégration fiscale. Donc, du coup, c'est pas vider, mais d'éviter de stocker trop de trésorerie dans la société opérationnelle en bas et de la faire remonter dans la holding du dirigeant. Qui plus est, quand il peut y avoir plusieurs associés de la boîte opérationnelle. Et après, c'est bien d'avoir chaque dirigeant sa holding, ce qui permet à chaque dirigeant après de pouvoir faire ce qu'il veut individuellement de son cash dans sa holding personnelle et pas d'être d'accord les deux dirigeants pour investir le cash au niveau de la société opérationnelle. Donc globalement, ça permet vraiment de faciliter la circulation du cash. Et là, je l'ai évoqué effectivement tout à l'heure, c'est sur les intérêts d'emprunt, par une holding, on va pouvoir les déduire. Et donc, généralement, la holding, c'est celle qui contracte un emprunt pour acheter permettre la reprise d'entreprise. Donc, la société opérationnelle distribuera des dividendes à la holding qui permettront d'une part de rembourser la dette associée et la holding au-dessus sera très faiblement fiscalisée grâce d'une part à du Murphy, d'autre part à la déduction des intérêts d'emprunt contractés pour l'acquisition. Ça, je le passe. Je vais passer ce slide. Il faudrait que je l'enlève. C'était les explications de tout à l'heure sur créer une holding pour ensuite céder. Donc, c'était la règle des 3 ans, des 3 années. Parfait. Donc là, il nous reste 5 minutes pour parler un peu de transmission. L'idée du trade, en fait, c'est un petit peu, il n'y a pas beaucoup de paradis fiscaux en France, hein. Il y a l'assurance vie, c'est quand même très puissant, et le Dutreil s'en est un. L'idée, c'est quoi? C'est de faciliter les transmissions d'entreprises aux générations suivantes. Parce que globalement, s'il n'y avait pas le régime Dutreil,
ce serait impossible sur certains groupes de les transmettre aux enfants sans que les enfants soient obligés de vendre la boîte juste pour payer les frais de transmission. Les frais de transmission, les droits en France, on est très vite dans des tranches à 20, 30, 40, 45% de droits de transmission. Donc, quand on reçoit une boîte, bah, on est obligé de la vendre pour payer les droits. Donc, c'est quand même pas le but quand on transmet la boîte. Et donc, ce régime du trail permet d'avoir des abattements d'assiettes de plus de 75% de ce qu'on donne. Donc, on va avoir une assiette plus que d'un quart. Et après, un deuxième rabais en fonction de l'âge où on fait l'opération. Et ce que je propose là-dessus, c'est, on va voir sur le slide après, directement un petit exemple assez sympa de transmission de boîte assez concret avec 2 enfants. Donc, pourquoi holding? Oui, donc, c'est de savoir quand même, quand on parle de ça, c'est que oui, en pacte du trail, on transmet sa boîte, mais si sa boîte est détenue via une holding, on peut quand même mettre en œuvre ce type de schéma. Hein. Donc, c'est le dispositif de pacte du trail est parfaitement compatible avec la holding. Moi, j'ai remis sur la droite les différents critères. On a droit même jusqu'à 2 niveaux d'interposition. C'est-à-dire, je détiens ma boîte, qui détient une boîte, qui détient la société opérationnelle, ça fonctionne. Et s'il y a trop de niveaux d'interposition, il faut juste que la holding au-dessus soit animatrice. Et une holding animatrice, il y a différentes règles. En gros, finalement, l'image, c'est un peu une vraie société. Hein. C'est pas juste une boîte qui détient des parts. Il y a une politique de groupe. Il y a la vérification d'une bonne exécution des décisions. Il y a une politique. Il y a des mails. Effectivement, le crash test, il n'y a même pas un mail de la holding. Ça va être compliqué d'expliquer que c'est une vraie entreprise. Donc là, on prend juste un petit exemple pour finir. Ouais, je regarde le temps, on va peut-être déborder un tout petit peu. Donc, c'est un monsieur qui a 66 ans, qui a une boîte qui vaut 3 millions. On va pas regarder forcément les chiffres sur les bits, mais une boîte de 3 millions. Il a 2 enfants, un fils, une fille. Il n'y a qu'un enfant qui veut reprendre, qui est un peu plus réel dans la vie de tous les jours. On n'a pas forcément tous les enfants qui veulent reprendre. Ouf. Donc là, ce qui se passe, on va commencer sur la gauche, je ne sais pas si vous voyez ma souris. Le père, il détient 100% de la boîte, qu'on a appelé ici Casa 1, qui vaut 3 millions. Donc, la donation, il va la faire uniquement à l'enfant qui veut reprendre, à son fils. Il lui donne la moitié. Donc, la moitié de 3 millions, c'est 1,5 million. Okay, donc, il donne 1,5 million. Mais pour équilibrer avec sa fille qui ne souhaite pas reprendre, eh bien, c'est le fils, comme il a donné 1,5 million au fils, le fils va devoir une soulte. Donc, en gros, il doit une somme d'argent, il va devoir la moitié à sa sœur. Le fils devra 750 000 euros à sa sœur. Donc, jusqu'à là, bon, il va falloir qu'il trouve le cash. C'est comme ça que ça se passe là. Donc, le dirigeant d'entreprise, le père, lui, il veut que son fils reprenne la boîte. Il pourrait lui donner 100% des titres. Sauf que le dirigeant, quand même assez souvent, il a besoin d'un peu de cash quand il vend sa boîte avant de partir à la retraite. Parce que sa retraite, c'est la vente de son entreprise. Et donc, généralement, ce qui se passe, en partie, c'est qu'il va donner une partie du titre et l'autre partie, il va la vendre. Il va vendre à son fils l'autre partie de la société parce qu'il aura besoin de cash pour financer son train de vie. Donc, ce qui se passe, c'est que là, le fils, ici, il va constituer sa holding de reprise. Okay, et donc, il va acheter les 50% au père. Donc, il va contracter un prêt pour acheter les autres 50%. Le fils, il va apporter les premiers 50% qu'il avait reçus en donation. Donc, à la fin, on a bien la holding du fils qui détiendra 100% des titres de Casa. 50% qu'il aura reçu en donation de son père, 50% qu'il aura acheté. Et en apportant les titres qu'il aura reçus en donation, on a la possibilité de faire, du coup, parce que le fils, il a une dette vis-à-vis de sa sœur, il doit quand même 750 000 euros à sa sœur. C'est la holding qui financera le paiement de la soulte. Donc, on se retrouve bien dans une société. Donc, on a bénéficié d'un pacte du trail. On va voir, on a fait un exemple sur simuler combien ça coûte de donner ça. Finalement, très peu. Donc, ça se fait effectivement. Il faut qu'il y ait de la rentabilité en bas, dans Casa 1. Il faut qu'il y ait de la rentabilité. Pourquoi? Pour que, hop, on fasse remonter du cash dans la holding de reprise, donc sous forme de dividendes notamment, pour que le dividende finance d'une part le remboursement de la dette qui a acheté les titres au père, okay, et d'autre part, il faut aussi que ça reste du cash pour pouvoir financer le paiement de la soulte à la sœur de l'enfant repreneur. Donc là, assez magique, et on voit en termes de coûts, qu'on va regarder plus que sur la gauche, qui sont les critères du pacte du trade, parce que c'est extrêmement contrôlé, parce que en gros, sur une boîte de 3 millions ou 6 millions, ça divise par 10 les coûts de transmission, à peu près. C'est l'ordre de grandeur. On paye 10 fois moins. Donc, quand vous payez 10 fois moins de droits de transmission,
les impôts, ils vont mettre le nez dedans pour voir s'il n'y a pas quand même quelque chose à aller gratter. Et donc là, on voit globalement sur cette transmission, les droits, ça aurait été à peu près 28 000 euros de droits à payer. D'accord, bon, Donc ok. très 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 peu, parce que ici, on a eu 1,5 million pour donner la moitié des titres. Donc si on a une décote de 3/4 grâce au Dutreil, on n'est que à 25%. Donc 25% d'1,5 million, ça fait 375 000. À noter que on a en ligne directe, on a des abattements quand on fait les donations des parents vers les enfants de 100 000 euros. Du coup, on n'a plus que 275 000 euros qui sont taxés. Et si je fais 275 000 euros fois 25%, ça me fait un peu plus de 56 000 euros de droits de donation. Mais, hop, deuxième carotte, on voit le dernier point ici, deuxième carotte fiscale. Si le donateur a moins de 70 ans, ça c'est le code des impôts, que génère des impôts, on a réduction de 50% des droits. Donc les 56 se transforment en 28 000. Donc de donner 1,5 million là de titres, ça ne coûte, en droits de donation, ça ne coûte que 28 000 euros. Donc c'est juste magique. Il y a pas mal de critères de durée de détention. On ne fait pas ça du jour au lendemain comme l'apport cession. L'apport cession, on peut, je veux vendre, j'apporte, je vends. Ça peut se faire en quelques semaines, mois. Là, il y a entre 4 et 6 ans. Il faut essayer de prendre en amont entre 4 et 6 ans avant de vendre. Donc, on fait pas quand même n'importe quoi là-dessus, mais il y a plein de spécialistes là-dessus, d'avocats et notaires qui font que ça de leur journée, hein, parce que c'est vraiment un levier très important en France. Ça, je passe, il y a des explications que j'ai données de vive voix. Ça, c'était le cas de synthèse. Je repasse aussi un petit peu. Je regarde le timing. Bon, non, on est bon. On est bon, on est bon. Ah oui, j'ai mis ça. Tiens, bah oui, on va reparler de ça. Non, mais très simplement là-dessus, là, on a vu plein de choses là ensemble. On a vu plein de choses. Donc, des schémas immobiliers, financiers, transmission, c'est très très large le spectre de compétences aujourd'hui qu'on a au sein du cabinet. On est 30. Donc, nous, ce qu'on propose à chaque fois quand on fait ce type de webinaire, c'est d'en rediscuter après si vous avez des problématiques personnelles. On facture aucun honoraire ni rien hein, sur les premiers rendez-vous. Le but, c'est juste de discuter de votre situation, d'être dans le début de cette phase de conseil sur les 3 phases de notre métier, de vraiment découvrir juste votre situation et de voir quels sont les enjeux. Et s'il y a des choses à apporter, enfin, de la valeur ajoutée à apporter à votre situation. Et quand c'est le cas, on propose des honoraires. Ça commence à partir de 1875 euros, c'est l'ordre de grandeur. Et puis après, on voit en fonction de ce qu'il y a à faire. Et après, l'accompagnement patrimonial, c'est voilà, nos clients, le but, c'est de les accompagner dans le temps, de faire leur déclaration d'impôt s'ils le souhaitent, de faire l'administratif, le suivi, se revoir plusieurs fois par an. Ça, c'est quelque chose d'important qu'on propose. Et pour les 3 minutes qui restent, là, si vous pouvez, avec ce beau petit dinosaure, prendre votre téléphone. Ça va directement vous emmener sur une petite page qui est une page, un questionnaire Google, un Google Form, pour pouvoir mettre un petit commentaire sur la présentation animée par Culture Patrimoine et l'espace dirigeant pour pouvoir évaluer celle-ci et indiquer notamment si vous souhaitez recevoir le support, sinon je le transmettrai après, quoi qu'il arrive, à Laurence, et si vous souhaitez notamment aussi être contacté de manière personnelle et pas forcément là en collectivité sur les 5 personnes que nous sommes encore. Écoutez, on a fait quoi? On est bon là, je pense qu'on a fait 1h05, c'est ça. Donc la présentation, c'était dense, hein, je savais. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, on a encore un bon quart d'heure ensemble, si vous voulez. Hop, et je vais regarder comment stopper l'enregistrement.